Dans un contexte mondial marqué par des défis économiques croissants, le Togo s'engage dans une nouvelle démarche pour mieux comprendre et structurer son économie réelle. Le recensement général des entreprises, RGE, dont la deuxième édition est en cours de préparation, s'impose comme un outil stratégique pour cartographier le tissu entrepreneurial national et orienter les politiques publiques. Le RGE2 vise à dresser une radiographie complète du paysage économique togolais en mettant en lumière les forces et faiblesses des différents secteurs d'activité. Les résultats attendus ne sont pas uniquement destinés aux décideurs publics, mais également aux investisseurs privés et partenaires au développement. En fournissant une cartographie précise des entreprises, le recensement permettra de mieux orienter les investissements vers des secteurs stratégiques et d'accompagner la formalisation des activités informelles. L'un des enjeux majeurs est la capture de la réalité du secteur informel, qui représente une part importante de l'économie togolaise et qui fournit près de 88% des emplois. En intégrant ces acteurs dans ces analyses, le recensement pourrait ouvrir la voie des politiques inclusives visant à formaliser progressivement ces activités tout en préservant leur dynamisme. Alors que le recensement vise à mieux structurer l'économie togolaise, il pourrait aussi révéler des réalités moins visibles, comme les entreprises dites fantômes. Ces structures, parfois inscrites sur les registres officiels sans véritable activité, pourraient impacter la fiscalité et la compétitivité des entreprises légales. Le RGE2 représente ainsi une occasion unique pour identifier ces entités et évaluer leur influence sur l'économie nationale. Le Centre de formalité des entreprises CFE a levé un coin de voile sur ces données de 2024. Selon le rapport, les Béninois ont créé environ 20% des nouvelles entreprises des 2548 entités formalisées par des non-nationaux. En effet, les Béninois ont créé 505 entreprises des non-nationaux, soit exactement 19,81% de ces entités formalisées. En comparaison à 2023, on note une progression de 21%, soit 415 entreprises formalisées. Les Nigériens viennent en deuxième position avec 412 entreprises enregistrées, ce qui est en baisse par rapport à l'année 2023 où ils avaient 486 sociétés dans les registres du CFE. Le géant de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria, est en troisième position avec 394 entreprises contre 364 en 2023. Le Ghana et le Burkina Faso, quant à eux, occupent respectivement 4e et 5e place avec 172 et 142 nouvelles sociétés déclarées. En clair, seuls les pays de l'Afrique occidentale constituent ce top 5 des nationalités étrangères en matière de création d'entreprises au Togo en 2024. L'édition 2024 révèle un renversement notable par rapport à l'année passée où l'Inde figurait parmi les 5 premières nationalités créatrices d'entreprises. Cette année, seuls des pays d'Afrique de l'Ouest occupent le podium, ce qui souligne un changement d'orientation dans les flux d'investissement. En outre, cette dynamique peut être attribuée aux réformes récentes entreprises par le Togo pour améliorer le climat des affaires, incluant la dématérialisation des démarches administratives, la réduction des délais et des coûts, ainsi que la simplification des formalités. Ces mesures ont clairement contribué à renforcer l'attractivité du pays pour les investisseurs étrangers. Le changement climatique représente l'un des plus grands défis auxquels l'humanité est confrontée actuellement. Leurs effets sont ressentis de manière disproportionnée par les populations les plus vulnérables. Le Togo subit également les affres de ces changements climatiques. Pour faire face à ces effets néfastes, la Banque ouest-africaine de développement BOAD dote le pays financièrement. Il s'agit d'une aide financière de 17 milliards de francs CFA du Fonds vert pour le climat. Ce soutien a pour but d'assister les communautés en situation de vulnérabilité face aux enjeux environnementaux. Rappelons que les groupes vulnérables au Togo sont touchés par le phénomène dans le domaine de l'agriculture. En effet, les changements climatiques soumettent l'écosystème côtier du pays à des changements rapides. L'érosion des côtes, l'augmentation des températures marines, entre autres, entraînent une baisse de la productivité des pêches, sans oublier la dégradation des terres agricoles à l'intérieur du pays. Quels médicaments faut-il utiliser en remplacement de Clipal, récemment rappelé par le ministère en charge de la Santé et de l'Hygiène publique?
La question préoccupe les patients sous traitement avec ce produit depuis la publication du communiqué du ministère. Le médicament Clipal, un antidouleur jugé puissant, est prescrit par les médecins généralement pour aider les patients à soulager leur douleur, surtout après des opérations chirurgicales. Clipal est un combiné du paracétamol et de la codéine. La codéine, réputée pour son efficacité contre les douleurs, présenterait aussi des risques pour les patients. En France, Clipal a été rappelé du marché pharmaceutique depuis 2017 pour les mêmes motifs avancés par le ministère togolais de la Santé. Dans le rang des patients, l'inquiétude et la confusion règnent. Nombre de personnes sont devenues dépendantes de cet antidouleur à cause de son effet rapide. Pour d'autres patients, l'inquiétude réside dans le choix des médicaments de substitution. Selon eux, le ministère aurait mieux fait de proposer des médicaments qu'ils jugent efficaces aux patients sous traitement. Mais le communiqué du ministère a simplement renvoyé les patients auprès de leurs médecins traitants pour une transition vers des alternatives efficaces et sûres. Des analyses sont actuellement en cours pour mesurer l'impact de ce défaut sur la santé des patients. Alors que les rebelles du M23 poursuivent leur avancée vers le sud Kivu, la situation sécuritaire se dégrade. La prise de Goma fin janvier a plongé des milliers de civils dans la précarité, dont les familles de soldats congolais abandonnés à leur sort. Nous vivions dans le camp de Katindo et lorsque les nouveaux soldats sont arrivés, ils nous ont demandé de partir, prétendant que nos maris étaient leurs ennemis. Nous avons donc trouvé refuge dans cette école. La vie ici est très difficile. Nos enfants pleurent de faim et de souffrance, mais nous n'avons nulle part où aller. Ces femmes et enfants vivent sans ressources dans l'école primaire de Furaa à Goma, un refuge temporaire mais de plus en plus encombré. Chaque jour, je tente de joindre mon père pour lui parler de notre situation et de notre avenir. Comment allons-nous continuer nos études? Je suis très inquiet. Mes frères et sœurs sont malades. Et nous n'avons toujours pas de nouvelles de notre père. Cette crise touche la communauté dans son ensemble. Le directeur de l'école primaire de Furaa, où de nombreuses familles trouvent refuge, est dans l'incapacité de rouvrir l'établissement, comme l'exigent les autorités du M23. Le gouvernement nous a demandé, le gouvernement qui est là, nous a demandé de commencer nos services d'encadrer les enfants. Mais ici chez nous, nous sommes dans des difficultés parce que les classes sont occupées par des femmes militaires, des enfants. Alors, moi personnellement, je ne sais quoi faire. Confrontés à la faim et aux maladies, la situation s'aggrave chaque jour pour les familles des soldats disparus. Bukavu, méconnaissable. Après une semaine de chaos dans la capitale du Sud Kivu, les nouveaux maîtres de la ville ont sonné l'heure du Salongo. Un travail communautaire obligatoire pour nettoyer l'espace public. Armes, carcasses de véhicules. Ce jeudi matin, tout le monde est sur le pont pour ramasser les déchets, comme cet habitant du quartier Route d'Ouvira. On faisait déjà le Salongo, mais il n'y avait pas de mobilisation. Là, la mobilisation est générale, ce qui nous permet de rendre la ville propre. Ne pas faire le Salongo pourrait signifier ne pas récupérer les précieux jetons qui permettent de circuler librement dans la ville. Ce grand nettoyage fait tout de même quelques heureux, comme la communauté des chauffeurs de taxi. Comme la ville était très sale, et vous voyez que même tout le monde, les gens, ils ont même on avait commencé à 6 h. Le mouvement avait donné l'ordre de commencer à 8 h, mais on a commencé à 6 h du matin. De mon côté, quand vous voyez mon parking là, c'était vraiment très sale. Alors on avait toujours des difficultés d'évacuer ces déchets-là. Comme on a eu l'occasion, en dégageant ces déchets-là, on devait vraiment se donner et sensibiliser les gens pour dégager ces déchets. Mais question de fouet, ce n'est pas un problème. Mais la question, c'est vraiment d'embellir notre ville, que la ville soit propre. Bukavu compte une vingtaine de quartiers. Pour faire appliquer le Salongo, le M23 s'est appuyé sur leurs chefs respectifs. Nous avons été appelés et aussi sollicités par les autorités en place
AFC M23, j'ai constaté que les chefs d'avenir savent leurs administrés, ils connaissent qui a été là, qui n'a pas été là. La question des jetons, nous avons en fait constaté qu'il y avait certains chefs d'avenir qui n'avaient pas imprimé beaucoup de jetons, mais de toutes les façons, nous osons croire que ça ne sera pas vraiment tout un problème si tu n'as pas eu un jeton et surtout que vous avez été au Salongo. En plus des sacs d'ordures, d'autres contenaient des corps humains. Cet après-midi, 19 d'entre eux ont été évacués de la morgue par les équipes de la Croix-Rouge. Parmi eux, 2 brûlés vifs et un enfant. Dans cette section de l'hôpital général de Bukavu, 39 blessés par balle arrivés au cours de ces derniers jours. Lumière, blessé par un voleur, occupe l'un de ces lits. Ils sont entrés dans la maison à 19h. Les voleurs étaient armés. Ils ont tiré sur moi en me demandant de donner mes bijoux. Il y a quelqu'un à qui j'avais emprunté de l'argent et à qui j'avais laissé en gage mes bijoux. Il a envoyé ses hommes pour récupérer l'argent. Sur ce brancard, une mère blessée dimanche dernier par une balle perdue. C'était dimanche. J'étais assise sur la chaise de mon salon et j'ai senti une balle me perforer la jambe. Depuis hier, ça s'améliore. Je peux marcher avec des béquilles, aller aux toilettes. J'habite à Ngouba. Ils ont dit que c'était des petits du camp de Sayo qui tiraient. Les militaires ne combattaient pas. La tâche du jour pour les habitants de Bukavu, pour beaucoup traumatisés par les violences, faire renaître la ville de ses cendres. Devant les ministres des Affaires étrangères du G20, Cyril Ramaphosa se pose en garant de la paix. Dans un contexte international très tendu, le président sud-africain rappelle les objectifs du sommet. En tant que G20, il est essentiel que les principes de la Charte des Nations Unies, le multilatéralisme et le droit international restent au centre de tous nos efforts. Il devrait être le ciment qui nous unit. Grâce au G20, nous devrions être en mesure de définir les coordonnées de la nouvelle cause du progrès humain, fondée sur la solidarité, l'égalité et la durabilité. En ligne de mire, la guerre en Ukraine, mais pas seulement. Soutien fidèle du Congo, Cyril Ramaphosa vise aussi le conflit dans l'est du pays et la présence de militaires rwandais aux côtés du M23. Cette réunion de 2 jours des ministres des Affaires étrangères se confronte à une absence très remarquée, celle de Marco Rubio. Le secrétaire d'État américain a séché le sommet, justifiant ce choix par des tensions avec Pretoria, qu'il accuse d'anti-américanisme. Une chaise vide qui pourrait bénéficier à d'autres pays. Les grandes puissances comme la Chine chercheront toujours à combler le vide si les États-Unis deviennent trop passifs. Mais je ne pense pas que ce soit la seule manière possible d'y parvenir. Il y a un certain nombre de pays qui sont des puissances moyennes, y compris l'Afrique du Sud, qui pourraient se dire que c'est l'occasion de commencer à repenser la façon dont le monde est gouverné et la façon dont nous traitons les affaires internationales. Ils pourraient très bien le faire d'une manière qui réponde davantage aux besoins de tous les pays. Cyril Ramaphosa se veut rassurant. Pour lui, l'absence de Marco Rubio n'est ni une catastrophe, ni un boycott. Arrivé à Paris dans les années 80, Tukuan est considéré comme l'un des pionniers du street art et du graffiti français. Inspiré par les figures du mouvement de la négritude, il se prépare à participer à une exposition Black Paris qui retrace la présence et l'influence des artistes noirs en France des années 1950 à 2000. Avec cette installation Regeneration, j'ai voulu retracer quelque part une mémoire des personnages noirs qui ont créé le Paris noir et qui, quelque part, des pionniers et des pionnières qui nous ont devancés dans différents domaines artistiques, intellectuels ou autres. Cette exposition mettra à l'honneur 150 personnages noirs dont les œuvres n'ont souvent jamais été exposées en France auparavant. Je vais montrer l'évolution de la ville et son développement, mais aussi non seulement son développement qui vient avec les flux migratoires aussi, et ces différentes migrations, vous les verrez à travers le travail des archives que les assistants sont en train de préparer en amont, puisque sur ce travail d'archives, cette nourriture intellectuelle viendra tout un travail pictural et ensuite tout un travail de portrait de personnes depuis
les tirailleurs, les dissidents, Paulette Nardal, Chartier Archimède, Césaire, Gontran Damas et tant d'autres. Ah oui, oui. En plus de l'histoire des tirailleurs, Régénération présente également les émeutes de mai 67 en Guadeloupe qui ont conduit au massacre de plusieurs dizaines de personnes. Je conçois le monde contemporain d'une certaine manière et je trouve qu'aujourd'hui on revient à certains sujets et j'ai bien peur de me retrouver quelquefois avec des pensées des années 20, 30 et autres qui ne correspondent pas du tout à l'image que j'ai de la France et de notre France aujourd'hui à nous. Et cette France contemporaine. L'exposition se tiendra du 19 mars au 30 juin, l'une des dernières au Centre Pompidou de Paris avant une fermeture pour rénovation qui durera 5 ans. Please raise your right hand and repeat after me. Un mois après son retour à la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump a déjà pris des décisions qui bouleversent la scène internationale. Et l'Afrique n'est pas épargnée. Première conséquence directe, le retrait du financement de l'USAID. L'agence américaine soutenait de nombreux programmes de santé publique, notamment contre le VIH et Mpox, une épidémie qui frappe la République démocratique du Congo et ses voisins. Cependant, pour le président zambien Hakainde Hichilema, ceci souligne avant tout la nécessité pour les nations africaines de renforcer leur capacité à mobiliser et gérer efficacement leurs ressources. Autre décision de Donald Trump, les nouveaux tarifs douaniers annoncés par son administration pourraient également perturber les économies africaines qui bénéficient du système de préférence commerciale AGOA. Des nations comme le Kenya et l'Afrique du Sud, dont les exportations vers les États-Unis sont importantes, pourraient voir leur compétitivité affectée. Du côté sécuritaire, le retrait partiel de l'implication des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme pourrait avoir des conséquences sur la lutte contre des groupes comme Boko Haram et Al-Shabaab. Les glaciers de montagne fondent 2 fois plus vite qu'au début des années 2000 à cause du changement climatique, selon une nouvelle étude. Depuis 2000, le monde a en effet perdu plus de 7000 milliards de tonnes de glace des glaciers de montagne et plus de 600 milliards seulement au cours de l'année 2023. Si la fonte est plus rapide en Alaska, les glaciers les plus petits ont proportionnellement le plus diminué dans les Alpes en Europe. 500 gigatonnes par an de perte de masse des glaciers, cela semble incroyable aujourd'hui, mais cela pourrait sembler tout à fait normal dans 10 ans. Je pense que les glaciers de montagne, dans leur ensemble, peuvent basculer dans une perte collective de glace assez rapidement. Au cours des 24 dernières années, les glaciers d'Europe centrale ont perdu le pourcentage de glace le plus élevé de toutes les régions, avec une diminution de 39% par rapport à l'année 2000. L'une des conséquences malheureuses du changement climatique est que les glaciers de montagne, en particulier dans les zones urbanisées comme l'ouest des États-Unis ou les hautes montagnes d'Asie, où vivent de nombreuses personnes, fondent actuellement plus qu'ils ne le devraient, ce qui explique que leur masse diminue, ce qui signifie qu'ils contribuent davantage à l'approvisionnement local en eau qu'ils ne le feraient en temps normal. Les gens pensent donc qu'ils souffrent d'un manque d'eau, mais les glaciers fondent plus que prévu. Mais dans un avenir peut-être pas si lointain, ces glaciers commenceront à réduire leur contribution. La fonte des glaciers contribue davantage à l'élévation du niveau de la mer. De nombreuses régions, comme celle de l'ouest des États-Unis, bénéficient actuellement d'un apport supplémentaire d'eau provenant de la fonte rapide des glaciers, mais cet apport disparaîtra bientôt à mesure que les glaciers fondront au-delà d'une sorte de point de non-retour.